Là, écoutez-moi bien, vous autres, là. On chantera jamais en français. Là, ça a fait, les meutes étaient sur le bord. J'ai dit, on va chanter en québécois. Là, le toit a levé. Salut, ici Dominique Tardif. J'ai 34 ans, je suis journaliste et j'aime le rock'n'roll. S'il y a un seul artiste que j'aurais vraiment aimé interviewer, c'est Jerry Boulet, qui nous quittait il y a 30 ans, alors que moi, j'avais à peine 4 ans. Voilà pourquoi je m'engage aujourd'hui dans une quête, celle d'aller au plus près du vrai Jerry, en jasant avec ceux et celles qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Je suis sûr qu'ils vont me raconter un Jerry différent de celui qui a fini par être avalé par son mythe. Ça se peut même qu'en chemin, on le déconstruise un peu, ce mythe-là. Mais peu importe, Jerry Boulet, animal musical, c'est une célébration de la vie et de l'œuvre de notre plus grand rocker, une aventure qui laissera assurément sur mon cœur de pierre une ou deux égratignures. Même s'il avait beaucoup d'ambition, même si le bon Dieu lui avait donné une voix comme tous les rockers en rêve, est-ce que ça se peut qu'un des plus grands talents de Jerry, ça a été d'avoir su s'entourer? Ma quête, c'est d'apprendre à connaître le vrai Jerry, et pour connaître le vrai Jerry, faut que je comprenne le genre de partenaire de création qu'il était. C'est ce que je vais faire dans ce deuxième épisode de Jerry Boulet, animal musical, en allant à la rencontre de Pierre Huet, de Brain Leboeuf et de Pierre Harel. Bon, Pierre Harel. On dira ce qu'on voudra sur Pierre Harel, c'est un homme fascinant. Un homme complexe, génial à ses heures, parfois amer, un créateur qui aimerait qu'on le célèbre davantage et qui a souvent été perçu comme le rival de Jerry. C'est aussi, je tiens à le dire, un homme très courtois. Chacun des courriels qu'il m'a envoyés pour planifier l'entrevue était écrit dans un français châtié avec beaucoup de politesse. À 76 ans, Pierre est visiblement encore pas mal en forme. Il nous a même lu lors de sa visite en studio le texte d'une nouvelle chanson sur laquelle il travaille. Mais je pense pas pouvoir mieux vous résumer le personnage Harel qu'en vous emmenant avec moi à l'endos de la pochette du premier album d'Offenbach, Offenbach Soap Opera, l'album réalisé par Stéphane Venn dont on parlait dans l'épisode 1. Dans les crédits, là où est inscrit le nom des membres du groupe et entre parenthèses ce dont chacun des membres du groupe joue, c'est écrit Le Vieux, drums, Jerry, orgue, voix, Johnny, guitare, Willie, basse et Monsieur Pierre Harel, intellectuel, conga, voix. Des rockers qui se sont décrits comme des intellectuels à l'endos de la pochette de leur disque, il ne doit pas y en avoir eu beaucoup dans l'histoire de la musique. Mais c'est précisément ce mélange de culture et d'instinct viscéral qui fait de Monsieur Harel un créateur unique. Qu'est-ce que vous avez entendu dans ce groupe-là, la première fois que vous les avez vus sur scène, qui vous a donné envie de travailler avec eux? La musique, le beat, le rythme, la précision, c'était tight, là, c'était tellement bon, là. C'était soudé, c'était serré, là. C'était bon, c'était écœurant. Et il n'y avait pas juste ça, il y avait aussi l'aspect génial, quelque part, du jeu de Johnny, de la voix de Jerry. C'est beaucoup, beaucoup ça qui m'a embarqué. J'ai découvert Willie plus tard. À l'époque, c'était le vieux qui était le frère de Denis Jerry, Boulet. qui était drummer. Et Denis il était très bon aussi. C'est un très bon batteur. Et il a laissé le groupe parce qu'il n'en pouvait plus physiquement. En fait, c'était pas vrai. C'est ça qu'il nous avait dit. C'est parce qu'il sortait avec une très, très belle femme. Et puis, elle a dit, c'est le band ou moi. Mais ça, à l'époque, c'était classique, là. Oui, c'est pas la première fois que ça arrivait dans l'histoire du rock. Non, non. Et pas la dernière non plus. Le band ou moi. Alors, à ce moment-là, lui, il a dit, OK. C'est toi. Fait que, il nous a laissé. Mais avant que Denis quitte Offenbach, Pierre Harel avait joint Offenbach. Comment ça s'est passé? Un beau soir, Lucien Ménard, le gérant du groupe que tout le monde surnommait Pops Lulu, il entraîne Pierre dans un bar de Saint-Jean-d'Iberville. Lucien Ménard travaille alors comme régisseur sur le plateau du film de Harel, Bulldozer, et il veut lui faire découvrir un groupe qui a tout ce qu'il faut pour en composer la trame sonore. Pierre Harel écrit dans son autobiographie que Pops Lulu était un hybride entre le professeur Tournesol et Capitaine Haddock. J'ai le goût d'ajouter que c'était une sorte de Cupidon du rock'n'roll, parce que lorsque j'ai demandé à Pierre si c'était lui qui avait voulu joindre le groupe,
ou le groupe qui lui avait demandé de les joindre, il m'a répondu « C'est pas le band, c'est Lucien Ménard qui était le gérant qui m'a demandé d'embarquer avec eux. Parce qu'il était dans un cul-de-sac à l'époque. Quand je suis arrivé dans le band, il restait 3 shows à faire, 3 contrats. Après ça, c'était fini. Parce que il faut penser que dans ce temps-là, c'était pas payant, ben. Et que dans le band, il y avait Jerry qui avait déjà Justin. Justin était déjà bébé, il fallait qu'il paye son loyer. Denis, il n'y avait pas d'enfant, mais il y avait une GTO Judge. un beau char. Méchant paiement mensuel. Ça fait que là, ça faisait 2 bonnes raisons pour nous autres de ne pas arrêter. Mais on ne pouvait pas arrêter parce qu'il n'y avait pas de contrat. Puis moi, mes chansons, parce que je suis arrivé avec un petit bagage de chansons, il n'y en avait pas beaucoup. Colin de Blues n'était pas faite. Il faut que je me pousse non plus. C'était Janine, They Are Stone. Des chansons qui se sont jamais retrouvées sur le disque. Non, pas ça n'a pas été indiqué. Il y avait Musica. Ça, c'était une belle chanson, c'était très poétique. Jusqu'à quel point ça a été compliqué de convaincre Jerry de chanter en français? Ça n'a pas été si compliqué que ça a été long. Parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas parce que chanter en français, pour lui, c'était la disette, la dèche. Ça ne marche pas. Les gens ne veulent pas entendre ça. Ils veulent avoir Dieu de pareil. Il était passé par là déjà, parce qu'il l'avait déjà fait avec les Gants Blancs. Oui. Et puis, il n'a pas eu le succès escompté. Et puis qu'à l'époque, premièrement, ce que le Québec, ce que les gens voulaient entendre, il était rendu là, c'était pas du français, là. C'était du québécois. Et ça, il a compris ça quand on est allé jouer au centre sportif Paul Sauvé. Oui. Il y a 12 000 personnes, je pense. À un moment donné, il chante Colin de Blues. Et les gens commencent à huer puis à crier parce que les gens entendaient Call in the Blues. Ils pensaient que c'était en anglais. J'ai été en tabarnak. J'ai arrêté le show. J'ai dit, Jerry, arrête, on leur parle. Là, j'ai parlé au monde, j'ai pogné le micro. J'ai dit, là, écoutez-moi bien, vous autres, là. On chantera jamais en français. Là, ça a fait, les meutes étaient sur le bord. J'ai dit, on va chanter en québécois. Là, le toit a levé quasiment. Je ne sens pas sauvé. J'ai dit, on chante pas en français, là. On chante en québécois. Puis là, ça a été oublié, ça. Mais là, cette fois-là, Jerry, il a compris ça, lui. Que ce que les gens aimaient entendre, là, c'était notre langue, l'accent. On n'essayait pas d'avoir un bon accent et de parler parce que on a toujours été écrasé culturellement par la France. On est encore un peu, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais pourquoi est-ce que vous aviez la conviction profonde qu'il fallait chanter en québécois? Parce que je le sentais profondément, puis c'était la langue qu'on parlait quand on n'était pas sur le stage. Aussitôt qu'on n'était pas à la radio, ou qu'on n'était pas interviewé, qu'on n'était pas sur scène, on se parlait comme on se parle là. À l'époque, c'était impensable. Là. Au début des années 70, ça bouille partout au Québec et ça bouille aussi dans l'esprit des membres d'Offenbach qui ont trouvé en Pierre Harel un catalyseur. Le groupe devient la priorité de Harel au point où son film Bulldozer ne finira par paraître qu'en 1974. Je vous avoue que mon souvenir de Bulldozer est flou. J'avais probablement fumé un peu de tabac d'artiste quand je l'ai loué en VHS il y a une quinzaine d'années. Malgré un impressionnant casting comprenant Donald Pilon, Pauline Julien, Mouffe et Raymond Lévesque, c'est la trame sonore qui en demeure le plus fascinant artefact. Harel livre dans la chanson thème ce qui est pour moi sa performance la plus exaltée et exaltante. C'était pas un peu arrogant quand même de votre part de dire « je vais chanter dans Offenbach » alors que Offenbach avait déjà un grand chanteur? J'ai pas dit « je vais chanter dans Offenbach ». J'ai pas dit ça. C'était pas prévu que je chante dans Offenbach. Quoique je savais que ça ne pouvait pas faire autrement qu'arriver. Parce que j'avais les tunes. Il n'avait pas. Il était mal pris. C'est pas parce qu'il n'avait jamais eu. Il était dans une période creuse. Tu comprends? Jerry avait son premier enfant. Il habitait à Saint-Jean-d'Iberville. C'était compliqué. Il avait de la misère à payer le loyer. Tu sais, c'était rough, là. On peut pas demander à un gars de faire des miracles quand la foi l'a quitté. Tu comprends?
Fait que moi, j'arrivais, j'étais plein de foie, moi, là. Ça va pas d'allure. Je brûlais de foie. Les flammes me sortaient par les oreilles. Fait que j'ai fait ça. Et j'ai pas été arrogant. J'ai donné mes 2 plus belles chansons à l'époque à Jerry pour qu'il les chante en sachant très bien. Je peux pas vous contredire. En sachant que c'était pour atténuer un peu la douleur que ça y faisait. Si j'étais pas arrogant pour 2 scènes, au contraire, parce que je me mettais à sa place. C'était son bébé, ça, là, lui-là. Là. Ça fait des années que c'était le chanteur du band. Il n'avait jamais eu d'autre. Puis j'ai pas pris sa place, j'ai juste partagé. Partagé la scène avec lui. Il bougeait pas. Il avait une énorme barbe, des cheveux longs. On y voyait pas en face. Il était tout le temps derrière son orgue. Il bougeait pas, il avançait pas sur ça. Il était comme gelé là, il était barré là. Il était pas comme ça dans le temps des gants blancs. C'était moins pire. C'était un beau monsieur, on voyait, il avait un beau visage, il paraissait bien. Mais là, il était dans un creux. Donc, j'y ai donné 2 petites bonnes tonnes en cadeau, en voulant dire, accepte-moi, puis je vais pas essayer d'être un chien sale avec toi, là. Je me permets de préciser que Jerry a quand même contribué à la création de la musique des 2 chansons dont Pierre parle ici. Et puis là, ça y a pris du temps. Il voulait pas au début, il voulait pas chanter en français. Alors moi, j'ai chanté Janine, j'ai chanté des Houston, puis de voir la réaction des gens, pas juste quand on chantait, là, les pistes de danse devenaient noires de monde. Quand ils entendaient des chansons en québécois, avec une bonne musique rock, là, et qu'ils aimaient ça. Parce qu'il n'y en avait pas de rock, premièrement, comme on faisait. Et puis, quand il y en avait, c'était l'accent français, tu sais. Alors quoi, mec, tu es rock'n'roll. Si Jerry est dans un genre de torpeur avant la rencontre de Pierre Harel, l'arrivée au sein d'Offenbach de celui qu'on surnomme l'intellectuel génère un de ces chocs de personnalité comme l'histoire du rock'n'roll les aime tant. Le réalisateur Stéphane Venn est un témoin privilégié de ce que cette tension peut avoir de riche pendant l'enregistrement du premier album du groupe. Harel et Jerry étaient des personnalités très fortes et ce qui sortait de ça, c'est drôle à dire, mais le conflit ne les stérilisait pas. Ça les provoquait un peu comme Lennon-McCartney, là. Tu sais pas s'ils s'adorent ou s'ils s'haïssent. Mais ça n'a pas d'importance parce que ça donne des bonnes tunes. Fait qu'on s'en fout. Ça devient une fausse question, là. Ça devient de l'anecdote, ça devient du ragot. On s'en fout. Moi, j'ai jamais eu de gros chicanes. J'ai eu des moyennes engueulades. J'ai vu des moyennes engueulades entre les deux. Mais toujours pour les bonnes raisons. C'est pas toi, t'es un pouilleux. C'est non, je t'avais dit si bémol, t'es bon. C'était pour ce genre de raison-là où cette parole-là, elle soigne pas, va réécrire autre chose. C'est des ostinations comme ça que j'ai vues. Puis comment s'appelait le guitariste, là? Johnny Gravel. C'est ça. Lui, parlant d'exigeant, là, oh boy! C'est le plus exigeant des guitaristes que j'ai jamais entendu. Là. Il faisait une prise, là, puis après ça, il sacrait après lui-même pendant 10 minutes avant de recommencer une deuxième. Mais c'était la marque du groupe. T'sais, c'est comme dans une équipe de hockey. T'sais. Moi, j'ai vu pratiquer le club de hockey canadien du temps, les pratiques au forum, là, du temps de Lafleur, Lemaire, la grande époque. C'est des gens exigeants les uns pour les autres. T'sais, dans ces métiers-là, t'as pas le choix que d'être exigeant. C'est de ne pas l'être qui est malsain. Être exigeant, c'est correct. Parmi les 2 chansons que Pierre Harel va permettre à Jerry de chanter, question de témoigner de sa bonne foi, il y a bien sûr Call-In de Blues. Reculons un instant avant le Centre Paul Sauvé, avant la parution en 1972 de l'album Offenbach Soap Opera. En 1970, Offenbach joue à Saint-Sauveur et un après-midi, une improvisation autour d'un blues provoque chez M. Harel une hallucination auditive très payante. À un moment donné, j'étais encore en retard, je sors en courant dans la neige. Je rentre dans l'hôtel, puis j'entends la musique de Colin. Mais je savais pas. Ben, je rentre, puis j'entends Jerry chanter, mais de loin, je pensais qu'il chantait en québécois. Puis il chantait Call-In de blues. Call-In. Mais le reste, c'était d'autres choses. Là. C'était une toune de je sais pas qui aux États-Unis. Là. Un noir. Fait que je saute sur le stage, je dis « Hey, tu chantes en français, toi, là? » Il dit « Ben non, je chante n'importe quoi. Là. On t'attend. » Il dit « OK. » Fait que là, je dis « Continuez à jouer. Arrêtez pas.
Je me prends un napkin, je l'ai vendu, ce napkin-là, il y a 2-3 ans, j'avais plus de scène. Et j'ai écrit le début de la toune dessus. Vous l'avez vendu combien? 1000 piastres. Pas pire. Avant même le lancement de son premier album, Offenbach travaille déjà à la trame sonore de Bulldozer au Studio 6 à Montréal. C'est là que Pierre Harel et Jerry Boulet créent ensemble ce qui va demeurer leur plus grand accomplissement. Le temps d'une vingtaine de minutes, les astres s'alignent. Harel et Jerry trouvent en l'autre le collaborateur parfait. Faut que je me pousse, c'est arrivé comme ceci. À l'âge de 17 ans, ma grand-mère était prof de piano, puis elle restait en haut de chez mes parents. Et elle avait un piano. Et je montais souvent, puis elle m'a appris un petit peu à jouer du piano, puis je jouais une toune. C'est toujours la même toune, je la joue encore d'ailleurs, cette maudite toune-là. Et c'était le début de Faut que je me pousse. C'était pas tout. J'avais pas le refrain, là. Alors, quand on est allé au Studio 6 pour enregistrer les 2 chansons thème du film avant que le montage commence, je prends l'ascenseur, et je me souviens parce qu'il faisait fret ce soir-là, là, terriblement. Et je sors, puis j'avais les cheveux mouillés, puis mes cheveux sont devenus... J'avais les cheveux longs, là, ça faisais comme un casse, je l'ai sur la tête. Je descends du taxi, puis je monte en haut, puis dans l'ascenseur, les paroles me sont venues. Je sais pas pourquoi. À partir d'en bas, en montant au 6e étage, les portes de l'ascenseur ouvraient directement dans le studio. Les portes ouvrent. J'aperçois Jerry qui est assis au piano, puis qui joue je sais pas quoi. Là, j'embarque tout de suite, j'arrive en courant, je me suis à côté de lui, j'ai dit, tasse-toi, j'en ai une, on va travailler, Jerry, c'est pour toi. Et tout de suite, j'y ai donné tout de suite en partant, parce que je venais d'embarquer dans le band. Jerry l'a pris très durement, très difficilement. Là, il dit correct, fait que j'y joue le début. Puis les paroles que je venais de faire dans l'ascenseur, là, je les avais même pas écrites encore. Faut que je me pousse, il n'y a rien à faire, tout me donne la pro, je me train d'en faire. C'était rien que ça, là. Et puis, fait que là, je joue le reste. Puis là, on arrive au bridge. Là, lui, il embarque le bridge tout de suite. C'est pas moi qui a dit faire un bridge, là. Il a pris jusqu'où je m'étais rendu depuis des années. J'avais arrêté là. Il prend ça, puis il dit, elle avait des ongles gros. Mais lui, il a fait la musique. Aussitôt que je jouais les notes, les paroles me sont venues. Tananana, des yeux pleins d'or à fou. On a fait la tourne ce soir-là, à peu près, je dirais, tous les deux, en 20 minutes. J'ai du temps d'ascenseur en haut, sur le piano en haut. C'est une chose que j'adorais avec Jerry. Autant qu'on avait des problèmes au niveau de la communication ordinaire, autant qu'au niveau de la création, ça allait vite. Mon gars, c'était incroyable. J'aimais bien ça travailler avec lui. La dernière conversation vraie que j'ai eue, c'est passé à Paris, quand je suis parti, la première fois, d'ennui. Je voulais pas le dire aux autres que je voulais m'en aller. Après avoir joué partout au Québec, même à l'Oratoire Saint-Joseph, le Offenbach de Harel et Jerry tire à sa fin. À l'invitation du cinéaste Claude Faraldo, Offenbach part mener la vie de château en France, ce qui va donner le film et l'album Tabarnak. Pierre Harel, lui, ne reste là-bas que quelques mois. Pourquoi? Parce qu'il s'entend pas très bien avec Faraldo, mais aussi parce qu'il a son film à lui à finir, Bulldozer, un film sur lequel il travaille depuis 1971. Donc en février 1974, Harel se pousse de la France. Pendant la nuit, je suis allé voir Jerry, puis j'avais, moi, un pack-sac dans lequel j'avais plein de textes. Vous savez, des carnets, des feuilles lousses, de chansons, puis de tout ça. J'avais dit, tiens, moi, je suis obligé, mais je peux pas rester. Il faut que j'aille finir le montage sonore de mon film. Puis c'est pas sûr, quand je vais revenir, que je vais pouvoir continuer. Mais je dis, je te passe le pack-sac, c'est à toi à cette heure-là. Fonce dans le tas. Même si Offenbach a entre les mains une petite mine de textes signés Harel à mettre en musique, son départ est un problème en dormance. Suffit d'écouter la chanson « Pourquoi je te cite » sur l'album Tabarnak, la seule chanson du répertoire d'Offenbach écrite par le batteur Wezo, pour se rendre compte qu'il fallait pas trop compter sur lui pour des grands textes. Fallait pas compter sur Jerry non plus. Les textes, c'était pas son département. Pour Offenbach, il va rapidement y avoir là un pupitre à combler. Offenbach existait avant Harel, oui, mais c'est évident pour moi que c'est lui qui permet à Jerry et au groupe de vraiment trouver leur identité. Bon, c'est sûr que sans la voix de Jerry,
Colin de Blues, il faut que je me pousse, c'est pas les mêmes chansons non plus. J'ai demandé à Stéphane Venn si Jerry Boulet et Pierre Harel auraient pu se passer l'un de l'autre. Absolument pas. Non. Revenez à la définition du contenu acoustique qu'il y a dans les mots et du contenu acoustique qu'il y a dans les notes, puis on voit que c'est indissociable. Fallait Jerry et fallait Harel. Entre Harel et moi, il y avait une espèce de complicité parce que ça, c'est un gars à 2 étages. Hein. Il est 2 personnes. Il est un rocker animal, puis il est un intellectuel. C'est drôle à dire. C'est rare qu'il y ait des gens comme ça, mais lui, il l'est. Offenbach continue son chemin à 4 avec son intellectuel en moins. C'est une période quand même riche pour le groupe, mais le germe de la discorde est déjà planté. Et c'est grâce à cette discorde-là que quelques années plus tard, en 1978, un espace va se créer pour un certain Breen LeBeuf. Qu'est-ce qui serait arrivé si Jerry avait pas rencontré Pierre Harel? Qu'est-ce qui serait arrivé à Offenbach? Puis qu'est-ce qui serait arrivé à Pierre Harel s'il avait pas rencontré Offenbach? Wow, quelle question. Moi, j'étais pas ici lors de ces événements-là, mais Jerry m'a partagé pas mal ses points de vue sur qu'est-ce qui s'est passé avant que j'arrive. Puis, évidemment, j'ai côtoyé Pierre Harel aussi sur différents projets, puis j'ai eu son histoire aussi. Puis, je pense que la rencontre était très, très positive. C'était une très bonne affaire. Maintenant, le dynamique entre les 2 hommes, j'étais pas là pour témoigner. Ça a l'air qu'il y avait des moments où c'était rock and roll, comme quand je suis arrivé, là, ils se parlaient plus. Ils se parlaient plus. Mais avant qu'ils arrivent là, ils ont fait des affaires ensemble qui étaient géniales. Selon moi, la rencontre était une très bonne affaire. La tension n'a jamais fait trop mal au rock and roll. Tu sais ce que je veux dire? Des fois, un challenge, ça fait du bien. Des fois, pas juste un challenge, mais une contradiction. Ça peut sortir des idées, des arguments, des façons de présenter qui éclatent plus, qui ont plus d'énergie derrière. Breen LeBeuf, c'est de loin un des plus grands gentlemen du rock québécois. Il m'a accueilli chez lui, à quelques pas de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Breen héberge d'ailleurs des chambreurs. Ça fait maintenant plus de 22 ans que Breen vit à Trois-Rivières avec son épouse Claire Maillé, une danseuse, chorégraphe, professeure qui dirigeait jusqu'à tout récemment le festival Danse encore. J'ai salué Claire, je suis descendu au sous-sol avec Breen dans son petit studio où il entrepose ses différents trophées. Ça, c'est un des 4, Félix, qu'on a gagné avec Offenbach. On donnait les autres. Jerry appelait ça des poupées? Des poupées, ouais, des poupées, ouais. J'ai demandé à Breen de me raconter la première fois qu'il a vu Offenbach en spectacle. C'était au Piccadilly Tube, un pub de la rue Yonge à Toronto, un pub qui engageait des groupes de gros rock. Est-ce que c'est vrai que la première fois que t'es allé voir Offenbach en spectacle à Toronto, c'est parce que tu voulais que le groupe dans lequel tu jouais, vous vouliez voler la job d'Offenbach? Oui, on crevait de faim. On avait un super bon groupe, là, une affaire tellement différente que personne ne voulait l'entendre. Tu sais ce que je veux dire, une affaire de même. Là. Le New City Jam Band? J'étais avec Frank LaRusso, le batteur de New City Jam Band. Ben oui, c'était ça. Puis c'était une version de ce groupe-là. Puis on avait de la misère à se booker. On n'avait pas de booker. On n'avait pas de support pantoute de l'industrie. Ça fait qu'on se battait pour jouer dans les clubs. À Toronto, à l'époque, il y avait trop de musiciens pas assez de gigs. Ça fait que il y en avait que, tu sais, ça marchait parce qu'il y avait des beaux cheveux, puis il y en avait d'autres que ça marchait parce qu'il y avait un bon gérant, puis nous autres, on avait ni les beaux cheveux, ni les bons gérants. Ça fait que là, on est allé essayer de voler la gig à Offenbach. Les gars nous ont dit « Hey, there's a French band at the Piccadilly Tube. » Puis t'as juste à parler au gérant, il va écrire ça dehors, puis vous pouvez finir la semaine, tu sais. Parce qu'Offenbach attirait à peu près personne. Ouais, il y avait 3 couples, je pense, dans la place. Parce qu'ils étaient en promotion de Never Too Tender, un album qu'ils ont fait en anglais, mais l'anglais était écrit par Harel. Ça fait que c'était un petit peu bizarre. Puis Jerry, il avait un accent épouvantable. Son anglais était pas rendu là pantoute. Ça fait que même quand il chantait en anglais, c'était pas mal français. C'était incompréhensible pour les Anglos. Ça fait que ils ont pas pogné pantoute. Mais quand on est allé, premièrement, on aimait le band. C'était le quatuor avec Willie, Oiseau, Johnny puis Jerry. C'était très, très bon. On s'assoit devant le band, puis Frank, le batteur, mon batteur, il dit « Je les connais, ces gars-là. »
Je dis, ah oui, ben oui, je les connais, ces gars-là. C'est des bons Jack. Ça fait qu'on a passé la soirée à boire des grosses bières avec Jerry puis Johnny, puis on n'était pas capable de parler au gérant, voler le job. C'était pas cool. Vous étiez devenus amis. C'est ça, tout de suite. On est devenus chum tout de suite. Ça fait que la suite de ça était peut-être un an après, j'étais dans le band. Puis, qu'est-ce qui vous a frappé, ton batteur et toi, quand t'as vu Offenbach pour la première? Peux-tu me décrire le groupe tel qu'il était à cette époque-là? Le groupe avait un son, un vieux nouveau. L'avantage d'Offenbach, en passant, c'était que ça n'a jamais été à mode. Ça fait que ça peut pas se démoder vraiment. OK? Johnny portait des desert boots, c'est la scène, puis un jack shirt comme un gars qui travaille dans le bois, tu sais. Puis les cheveux étaient tout croches, puis toutes les kits. C'était du grunge, early grunge, tu sais, c'était ça. Puis c'était juste, tu sais, Oiseau, tu sais, avait 3 poils sur la tête. Puis c'était vraiment different parce que c'était tellement pas aligné avec les modes de l'époque. Moi, j'avais une coupe punk court, j'avais des oreilles pleines d'anneaux, puis j'avais, tu sais, à l'époque, j'avais pas de bedaine, j'avais une chemise coupée ici, puis tu sais. Ça fait que je fitais pas visuellement partout dans le groupe. Mais ce qui m'a frappé, c'était que le band était tight. Le son, j'ai toujours adoré le B3. J'ai toujours adoré un guitariste qui se laisse aller, comme Johnny. Oiseau avait un talent magnifique de faire entendre des notes qu'il jouait pas. Il jouait un groove, puis tu t'entendais des affaires qui étaient suggérées par sa partition de drum, mais il les jouait pas. C'était magnifique ce qu'il faisait. J'aimais bien ça. Puis, Will était solide comme une tank. Tu sais, ça fait que... Mais il y avait Jerry. Tu sais, le petit bonhomme à grande chevelure en arrière du B3, on le voyait à peine. Il était en arrière de son arbre. Puis la grosse voix qui sortait de ça, là, j'avais pas entendu bien des voix comme ça, là, parce qu'à l'époque, là, c'était avant le mode des voix garnottes au Québec qui sont plus ou moins sorties de Jerry, tu sais. Mm-hmm. Mais l'impact était là, puis le fait que les gars, il y avait un froid sur la scène parce que c'était juste avant que ça split, ce groupe-là. Même dans le break, là, c'était Johnny puis Jerry avec moi puis Frank, puis les 2 autres d'ailleurs. Mais il y avait quand même une harmonie musicale qui était intense. C'est cette dissension latente dont Breen avait été le témoin au Piccadilly Tube qui va finir par créer 2 trous dans l'alignement d'Offenbach, celui de bassiste et de batteur. Willie et Oiseau partent, puis rejoignent éventuellement Harrell au sein de Corbeau. La deuxième vie d'Offenbach connaît ensuite quelques faux départs. Le groupe, qui jongle depuis un petit moment à ajouter un 2e joueur de 6 cordes à son alignement, accueille en même temps que Breen LeBeuf le guitariste Doug McCaskill. Puis comment ça s'est passé? Comment est-ce que t'as joint ce groupe-là? C'est Jerry qui t'a passé un coup de fil? Ça fait qu'ils m'ont appelé pour faire une audition avec les gars que je connaissais déjà. Je les avais rencontrés une couple de fois à Toronto. Ça fait que moi puis un guitariste de Toronto, Doug McCaskill, qui est encore un guitariste professionnel à Californie. On était très vite à l'époque. On faisait du cover beaucoup. Ça fait qu'on s'est assis puis on a appris 2 albums d'Offenbach dans une soirée. Crêlez pas. On était comme des éponges. Ah, la jeunesse, hein? C'est le fun d'avoir une mémoire. Ça fait qu'on s'est déplacé à Montréal pour aller voir les boys à le local. Puis c'était Johnny, Jerry et Pierre Lavoie à la batterie. Puis on est rentré dans le local, puis ils ont dit « OK, on va jamais du blues. » J'ai dit « Non, Jerry, joue vos 2 derniers albums. » Hein? Vas-y, joue les tunes. Ça fait qu'ils ont commencé à jouer les tunes, puis moi puis Doug, on a rentré dedans, bang. Les 2 albums dont Breen parle, c'est Never Too Tender, le premier album en anglais d'Offenbach, lancé avec un certain manque de flair en 1976, pas longtemps avant l'élection du PQ. L'autre album, c'est l'album homonyme d'Offenbach de 1977, un album que les fans appellent Caricature parce qu'on trouve en couverture un portrait des 4 membres signé Vittorio. C'est l'album sur lequel vont aboutir les restants de l'époque Harrell, des call-ins de beaux restants, comme Victoire d'amour, Je suis un rocker et le blues me guette.
T'as habité chez Jerry et Françoise pendant quelques mois à ton arrivée à Montréal? Avec ma blonde. Avec ta blonde? Oui, je suis avec ma blonde. Je te dis, c'était du bon monde, tu sais ce que je veux dire. Puis, on n'était pas facile, mais toute la gang aussi, on était un petit peu décrochés, tu sais, que c'était... Les soupers étaient très agréables jusqu'à temps qu'ils l'étaient plus parce que tout le monde était trop sous pour rester aimable, tu sais, la chicane pognait, tu sais. Un des premiers soupers avec les gars d'Offenbach, même avant, je pense que ma blonde arrive en ville. On était, je ne sais pas, une douzaine à la table. Il y avait une grande table, tu sais, comme en France, là. Tout le monde avait bien du vin. Puis, il y avait, c'était quoi, Grand Marnier qui buvait? Quelque chose qui nous empoisonnait d'aplomb, tu sais. Puis, on en buvait trop. Ça fait que là, un moment donné, après le souper, Johnny puis Jerry se pointent debout, là, bing, bang, bang, ils se crient après, puis là, ils s'envoient chier. Puis, c'était vraiment pas cool. Moi, je capotais, je me disais, coudonc, le band pète à soir, puis j'arrive, tu sais, c'est ma première semaine avec les gars. Le lendemain, le gros hangover, je dis à Jerry, on prend notre café, la main qui shake, là. J'ai dit, tu sais qu'on fait? Il dit, quoi? Il dit, hier, il dit, quoi? Il dit, hier soir, toi et puis Johnny, qu'est-ce que c'est? Sacrément, j'ai le poignet comme pas à peu près. Il dit, ça? Tout le temps. Tout le temps. C'est normal, ça. Breen n'était pas complètement parano de craindre pour la survie d'Offenbach. À la suite du départ de Willie et de Wizzo, le groupe traverse différentes incarnations et accueille plusieurs musiciens, dont Doug McCaskill, le guitariste qui arrive en même temps que Breen et qui ne restera que très brièvement. Le gars trouvait ça long de jouer dans un groupe de francophones, alors que lui, il parlait pas un mot de français. C'est John McGill, un autre Ontarien, qui le remplace. Quand t'es arrivé dans le groupe, donc, Offenbach était dans quel état? Est-ce que tu joignais un groupe qui était en santé ou qui était... Il y avait des problèmes. Le problème, c'était pas le band. Tu sais, on s'arrangeait musicalement. Aussitôt que j'ai commencé avec Offenbach en février 78, je rentre dans le groupe, on perd notre contrat de disque immédiatement. C'est comme si j'avais un nuage noir qui me suivait de Toronto, je ne sais pas. Mais c'est parce que Offenbach avait changé de personnel trop souvent dans l'année qui précédait. Il y avait un band entre deux qui n'avait pas enregistré avec Jean Miller à guitare puis Norman Kerr à la basse. C'était très bon. Je l'ai entendu à Toronto, à Humber College. C'était très bon, le band. Mais c'était pas le même style d'amalgame que le band avec Willie et Wizzo. Ça fait que c'était un petit peu plus décousu. Entre-temps, pas de contrat de disque. Fallait trouver une façon et vite de contrer les rumeurs que Offenbach, c'était fini, ça, cette affaire-là. Là. Mais pas de disque. On était cuits. Ça fait qu'on a approché Jerry avec René Malo, qui était de Malo Film, qui était un de ses grands chums. Puis René, il était super. Il était très généreux et il tripait rock'n'roll avec nous autres. Il aimait ça. Puis c'est lui qui a financé l'album Traversion, puis c'est lui qui a chopé une distribution avec Québec Disque. Donc, en fin de compte, c'est cette aventure-là, en 78, qui nous a remis sur nos patins. Parce que sans ça, là, on aurait probablement joué dans un bar jusqu'à temps qu'on crève de l'alcoolisme ou on s'endort parce que c'était trop plate, ou je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé, mais sans ce disque-là, là, je pense qu'on était cuits. Pour moi, Traversion, c'est le meilleur album d'Offenbach. Là. C'est certainement celui sur lequel il y a le plus de hits. Oui, je crois que pour moi aussi, c'est l'album qui a donné lieu à une équipe créative et qui était en forme et craquée. Et c'est tellement bien équilibré, cet album-là. Si tu l'écoutes comme une œuvre, comme un album, là, on a un cover monumental de Quand les hommes vivront d'amour. On a des créations comme André Saint-Denis comme Ayoy. Ça, c'est une chanson pour l'éternité, cette tune-là. Tu peux reprendre ça en 2075, puis quelqu'un va l'aimer, c'est sûr. Il y a toutes les bonnes affaires que John, il pondait comme une poule en chaleur. Là. C'était quelque chose, qu'est-ce qu'il faisait? Les tunes sortaient, bang, 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 bang. Ça fait qu'on avait une gang, puis, Huet qui se greffe à ça. Là. Pierre était magnifique. C'est magnifique. C'était vraiment un projet qui était dû. Il y avait une magie qui se faisait. Là. C'est pas tous les albums
où tu vois ça, où tu sens ça pendant l'exécution du projet. Donc, c'est Jerry, le participant, qui arrivait avec un bout de chanson, une chanson complétée, ou c'était John? Il y avait les deux. Comme Je chante comme un coyote, c'était Jerry. Aïe aïe, c'était Jerry qui avait déjà monté cette chanson-là. C'était déjà une chanson qui existait. Je chante comme un coyote. Évidemment, l'arrangement, John y a rajouté les hooks de guitare qui sont tellement bonnes. Puis John y arrivait avec ses tunes en anglais comme j'ai le rock'n'roll pitoué, c'est Let's get rockin', we're gonna roll this joint. C'était très drôle, mais c'était pas. C'est mieux en français. Oui. C'est bien mieux en français. Le parolier qui va transformer Let's get rockin', we're gonna roll this joint en À soir, faut que ça brasse, j'ai le rock'n'roll pis toi, il s'appelle Pierre Huet. Pierre Huet qui jusque-là n'avait pas la réputation d'un auteur qui connaît ça, le rock'n'roll. En 1978, l'entrée la plus importante sur son CV se nomme Beau Dommage, pour qui il a signé plusieurs grands textes, comme Montréal, 23 décembre, Heureusement qu'il y a la nuit et le blues de la métropole. Comment j'y suis arrivé, en fait, d'une manière très anecdotique, parce que c'est mon genre, je couchais avec une fille de quelqu'un de l'organisation que je n'aimerais pas, et qui, sur ce qu'on appelle le pillow talk, les confidences d'oreiller, m'avait dit que Jerry cherchait des parents. Alors, je ne sais pas comment on s'est envoyé des signaux. Il faut dire que j'avais rencontré brièvement une seule fois Jerry quand il était venu à un show de Beau Dommage. À l'époque où Beau Dommage était acoustique, et Beau Dommage chantait Colin de Blues, et qui était venu backstage pour dire bravo, bon show, mais je chantais plus jamais Colin de Blues. Alors, Beau Dommage avait obéi. Donc, je suis arrivé chez lui comme ça. C'est de façon rétroactive que j'ai su, comme tout le monde, le contexte dans lequel je me présentais, parce qu'il pétait le feu, il était très content d'avoir recruté Breen puis John, et il me disait que c'est ça, qu'il avait demandé des textes à plusieurs personnes, que il donnait même sa chance à un junior, c'est quoi son nom, Luc Plamondon. Oui, le Luc Plamondon que vous connaissez. Ce sera d'ailleurs pas le seul rendez-vous manqué entre Jerry et lui. On vous revient là-dessus dans le 3e épisode. De retour à Pierre. Donc, il avait l'air, tu sais, il assurait, Jerry. Alors, on se connaissait pas avant. Il m'a accueilli gentiment. Françoise m'a même invité à dîner. Je me souviens encore que Françoise avait fait de l'arrêt au beurre noir. C'est difficile d'imaginer Jerry manger de l'arrêt au beurre noir, et pourtant, c'était ça. Donc, c'était le Jerry familial, le Jerry domestiqué. Et l'histoire a souvent été contée, mais j'arrivais avec, entre guillemets, mon audition. J'arrivais avec le texte « Les blues passent plus dans la porte ». Donc, je me suis assis avec Jerry. Il s'est mis à la lire devant moi, d'où la syllabe à faire, comme quoi il est arrivé à la phrase « Je devrais appeler chez Drogue Secours » et qu'il me dit « Pierre, tabarnak, je chanterai pas ça. » Et je dis « Regarde la phrase suivante. On sait jamais, peut-être qu'il livre, et je venais de passer l'audition. » Offenbach a failli mourir, mais maintenant, tous les éléments sont en place pour que le groupe connaisse enfin sa deuxième vie. Breen a juste une petite demande avant de se lancer à fond de train. Il aimerait ça chanter. Moi, je suis bien content d'être là, mais il va falloir que je chante de temps en temps parce que je veux pas ta job pantoute, mais j'ai l'habitude d'être front, puis ça me prend ça. Ça fait partie du moi-même musical. Faut que je chante de temps en temps, juste pour être bien dans ma peau. Ça fait qu'il va falloir me trouver une couple de tonnes en français ou quelque chose. Là. Il a dit, OK, correct, mais il me regardait comme, oh ouais, tu te prends pour qui, tu sais. Mais en même temps, il était ouvert parce que c'est lui qui m'a appelé avec le texte de Pierre Huet. Un bon matin. Hey, ta toune, là, le texte que je t'avais montré, que j'ai reçu de Huet, là, ben, viens-t'en chez nous, j'ai un nouveau piano, puis on va l'essayer, la toune ensemble. Je suis allé chez lui, puis on s'est assis à son nouveau piano, puis demi-heure, 40 minutes après, c'était fini. On avait fait Mes blues passent plus dans la porte, puis on tombait dans la bière. C'était fait accompli. Et c'était tel que enregistré. Ça n'a pas changé depuis. Est-ce qu'il existe un démo de Jerry qui chante Mes blues passent plus dans la porte? Non, il n'a pas chanté. Non? Il m'a laissé chanter, je te dis. Non, il était ouvert à l'idée. Quand je suis arrivé, il avait déjà fait le le piano de il y avait déjà ça de fait. Ça fait qu'on est parti de ça, puis on a jammé pendant une demi-heure, puis moi, j'ai chanté une mélodie. C'est la mélodie qu'on a gardée. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il a pensé à toi pour cette chanson-là en particulier? Je pense que c'était une façon de bonder avec moi. Je crois que c'était ça. Je crois qu'il voulait m'assurer que tout allait bien, lui puis moi, parce que c'était... Je pense qu'il avait l'habitude que les gens le prennent pas
de la bonne façon, des fois. Tu sais, parce qu'il s'exprimait peut-être un petit peu moins clairement ou il n'y avait pas les mots, il faisait pas de texte. Il n'a jamais fait un texte. Il voulait que ça soit clair entre lui et moi que, oui, on va y aller comme tu voulais. C'était une excellente expérience. J'ai aucune idée pourquoi on n'a pas fait ça régulièrement. Ça s'est pas reproduit souvent? Never. C'est la seule tune qu'on a faite ensemble. Un jour, j'ai eu le malheur de donner mon manuscrit. Parce que je suis comme ça. J'ai donné le manuscrit de mes blues pas super n'importe à quelqu'un. C'est rendu entre les mains d'un ami, je sais même pas. Bon. Et je sais qu'il y avait une phrase de plus. Il y a une phrase de cette chanson-là que je considère pourtant, c'est moi qui le dis, parfaite. Il y avait une phrase de plus et que Jerry a enlevée. Tu sais, il faut croire qu'il avait raison parce que la chanson est impeccable comme ça. Donc, la phrase est disparue. Donc, Jerry, sa manière de commenter, d'avoir un commentaire éditorial, ce que je faisais, c'est de dire, ce bout-là, c'est de la merde. Tu sais, je veux dire, c'était à peu près ça, là. Mais, surtout quand je repense au délai, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines de tout a été écrit, faut croire que j'ai pas du tout me planter. 15 jours, 3 semaines pour écrire les textes d'un album presque au complet? Bienvenue dans l'équipe, mon Pierre! Heureusement, Jerry a vraiment bien choisi son nouveau parolier. Avec lui, Jerry peut se permettre d'être de plus en plus exigeant, et ça tombe bien, le leader d'Offenbach a une idée de plus en plus précise, de plus en plus claire, de ce qu'il veut chanter et de ce qu'il veut pas chanter. Je pense qu'il était réaliste. Il savait que c'était pas un homme de parole, mais il voulait avoir des affaires qui étaient bien. Ça fait qu'il était très, très difficile. Demande à Huet, il va te le dire. Parce que Huet, là, il faisait corriger des textes pendant qu'on faisait des tracks. Il chantait, il disait non. J'aime pas la façon que ça sonne dans ma bouche. Tu sais? Ça fait que Pierre, il buvait un autre café, puis travaillait la ligne, puis il corrigeait, puis il changeait pour que ça aille bien avec Jerry, puis il faisait une merveilleuse job. Tu sais. Mais je pense qu'il était assez réaliste pour dire, puis avec son expérience avec Harel aussi, je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui avait passé entre lui et Harel, qu'Harel lui a dit « tu seras jamais un parolier, toi ». Mais je pense qu'il était juste content d'être lui avec ses talents, puis il respectait les talents des autres. Ça fait qu'il allait chez des gens qui étaient déjà solides dans les textes. Puis je trouve que c'était pas pire comme idée, parce que j'en ai fait des textes, moi. Il n'y en a pas des très bonnes là-dedans tout le temps. Là. Il y a des affaires qui font dur là-dedans, là, des caches. Vous m'excuserez, je l'espère, de faire mon agace et de vous dire que j'ai très hâte que vous entendiez dans le 4e épisode ma rencontre avec la poète et dramaturge Denise Boucher, celle qui a écrit les textes des chansons Angela et Un beau grand bateau. C'est à cette rencontre-là que je faisais référence quand je parlais à Breen. Denise Boucher, la poète, qui a écrit des textes pour Rendez-vous doux. Elle nous a dit que Jerry, c'était un animal musical qui s'exprimait le mieux à travers sa musique. Dans le rock, un musicien, là, c'est pas nécessairement un rocker. Tu sais ce que je veux dire? Souvent, c'est quelqu'un qui a pris le son de piano comme moi quand il était jeune, puis il était dans la chorale à l'église. Tu sais, je veux dire, ça fait que si t'as trop de monde comme ça dans une band, c'est doux en crime. Tu sais, je veux dire, le party ne pogne pas. Ça peut être très beau. Ça peut être très beau. Mais si tu veux quelque chose qui va brasser à cabane, là, ça prend quelque chose de plus cru, agressif, rough edge, garage, tu sais, qui va venir s'imposer sur la musique. Puis Jerry avait ça de nature. Ça venait d'où, tu penses, ce côté-là chez lui? Pas une question. Pas une question, je ne sais pas, parce que c'était les frères qui l'ont éduqué, lui. Ça fait que peut-être qu'ils l'ont écœuré assez, que je ne sais pas. Mais peut-être la personnalité du gars. Le gars était fait de même, tu sais. Et il était attiré vers les gens qui avaient des principes. Tu sais, on traînait avec beaucoup de bikers. On fêtait après les shows souvent dans des clubs de bikers. Et pas juste des clubs où les bikers allaient, mais leur local. On allait à leur local. Puis ça, c'est tout un autre décor d'habitude. On vient d'y mettre le petit orteil avec Breen, mais dans le 3e épisode, on va s'enfoncer davantage dans le milieu interlope des gars de Bessic, un milieu avec lequel Offenbach a quand même pas mal frayé. Pour ma part,
J'ai l'impression d'avoir mieux compris à quel point Jerry avait de l'instinct quand venait le temps de choisir ses collaborateurs. C'est une chose d'avoir un talent, c'est une chose d'avoir une voix comme la sienne, mais Jerry devait se douter que tout seul, cette voix-là, parviendrait jamais à la faire résonner à son maximum. Il y a une chanson, vous la connaissez c'est sûr, dans laquelle Jerry dit que sa voix, c'est tout ce qu'il a. Cette voix, c'est tout ce que j'ai. Mais pour moi, c'est complètement faux, ça. Parce que Jerry avait aussi la qualité admirable de se rendre compte que sa voix porterait encore plus loin s'il acceptait qu'elle soit magnifiée par les idées et par les mots des autres. Merci à nos invités, M. Pierre Harel, Breen Leboeuf et Pierre Huet, jadis appelé le Tannant par l'unique Johnny Gravel. Salutations à Stéphane Venn. Je vous invite à poursuivre votre aventure en explorant le vaste catalogue d'Offenbach, ici, sur Cube Musique. Mes hommages à mon Johnny Gravel à moi, Bastien Gagnon La France, et à celui qui est en quelque sorte mon Wélé ou mon Oiseau, Philippe Séguin. À l'animation, en direct du désert des villes, c'est Dominique Tardif, qui pourra pas vous le dire assez souvent. Merci! Jerry Boulet, Animal musical, est une exclusivité Cube Musique.